Belle Loretta Téné est notre invitée de ce soir. Bonsoir, Belle Loretta Téné. Bonsoir, Monsieur Ngoladi. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans la grande interview. Vous êtes entrepreneur, autrice, puisque depuis 2023, vous avez votre ouvrage, on en parlera tout à l'heure. Et Exactement. vous êtes aussi fondatrice de Dirigeante, Oui, qui est à la fois une production et même un centre de formation. tout à fait. Alors, comment est-ce que vous êtes d'abord au départ directrice des ressources humaines? Oui. Vous travaillez dans une entreprise. Mhm. Et pourquoi vous quittez donc vos fonctions et aujourd'hui vous lancez dans l'entrepreneuriat? Ce qu'il faut comprendre, dans le monde de l'entreprise, les femmes sont confrontées à plusieurs défis. Si ce ne sont pas les plafonds de verre, c'est du harcèlement. Et moi, je suis passée par là. J'ai été harcelée en entreprise, que ce soit le harcèlement moral, sexuel également. Et à un niveau donné, je me suis dit, ben, il fallait que je parte, il fallait que je quitte l'entreprise. Mais je ne pouvais pas quitter l'entreprise comme ça parce que ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est l'école qui m'envoie en entreprise. Donc j'ai une semaine en entreprise, une semaine à l'école. Et je suis retenue d'abord en CDD, ensuite lorsque mon CDD finissait, c'est au moment où Bolloré à l'époque, qui était là au Congo, va gagner le terminal à conteneurs. Donc il fallait envoyer quelqu'un pour gérer les ressources humaines. Et c'est comme ça que j'ai été recrutée dans la nouvelle filiale de Bolloré pour gérer les ressources humaines. Et donc nous avons commencé au départ, on était à 2 salariés, je vais dire. Il y avait moi et mon responsable et ensuite le transfert des salariés de SDV vers Congo Terminal. Donc on était 56 au départ, 53, 56. Et au moment où je quitte l'entreprise, on est à 1000 salariés. Donc, on se pose la question de savoir, est-ce qu'à plus de 1000 salariés, une femme ne peut pas gérer le personnel? Mais si elle est partie de 0 à 1000 salariés, bon, elle partira aussi de 1000 à 3000, voire plus que ça. Donc, à cause du harcèlement, malheureusement, je ne pouvais pas supporter ce qui se passait. J'ai sollicité un départ négocié. Donc, je me suis entourée d'un avocat, de mon époux également, qui me Oui, soutenait dans oui, ces moments parce oui. que ce ne sont pas des moments faciles. Quand vous quittez votre employeur, ça devient très tendu. C'est vraiment la guerre. En tout cas, c'est un combat parce que moi, je suis partie de là. Nous nous sommes convenus d'un montant parce qu'il faudrait que j'en parle, hein. Il y a eu aussi de la mauvaise foi. Donc nous nous sommes convenus d'un solde de tout compte que je n'ai jamais reçu en totalité Ouais, parce que j'ai dû payer pratiquement 14 millions d'impôts que je n'ai pas reçus, que l'entreprise a défalqué sur mon solde de tout compte. Donc jusque-là, l'affaire se trouve au tribunal. J'espère qu'un jour, on aura gain de cause, mais c'est juste pour dire, c'est le trajet par lequel beaucoup de femmes passent hein, dans les oui, oui, entreprises. oui. Il y a des hommes qui ne sont pas bienveillants vis-à-vis des femmes. Il y a des femmes qui ont des compétences, mais qui, à un certain niveau, se retrouvent coincées dans les entreprises. Et donc, moi, je suis à la base une femme ambitieuse. Donc, je sais ce que je veux. Et je ne souhaiterais pas qu'on me mette les bâtons dans les roues. Et arrivé à un certain moment, j'ai dit stop, je ne peux plus supporter, il faudra que je quitte l'entreprise. Et donc j'ai quitté l'entreprise. Au départ, j'ai rejoint l'entreprise familiale créée par mon époux, le De votre cabinet époux, Afrique voilà. RSE, Oui. spécialisé dans la responsabilité sociétale des entreprises. Et ensuite, avec mon époux, du fait déjà de se passer avec cette entreprise, donc mon ancien employeur, nous nous sommes dit, il fallait créer quelque chose pour les femmes, pour qu'elles puissent avoir des modèles, des rôles Ouais. modèles. Et donc, nous avons pensé à un magazine, nous avons mis en place un magazine pour valoriser et promouvoir les femmes cadres et chefs d'entreprise. Parce que nous nous sommes dit, le fait de mettre en lumière des femmes cadres et chefs d'entreprise, ça devrait motiver celles qui sont encore en bas de l'échelle pour se dire, mais tiens, s'il y a tel qui est arrivé à un certain niveau, moi aussi, si je fais des efforts, si je suis compétente, je peux arriver à ce niveau. Donc, il y a le magazine à côté, il y a aussi le site internet que nous animons tous les jours. Pourquoi le site internet? Parce que nous sommes à l'ère du digital. Oui.
Et à l'ère du digital, une Congolaise peut bien inspirer une Française peut inspirer une Chinoise ou une Japonaise. Et tout cela peut se faire grâce au digital. Donc le site Internet reprend des parcours des dirigeantes, l'actualité également et les pensées. Et tous les jours, il y a des nouveaux portraits, il y a des pensées, il y a de l'actualité sur les dirigeantes. Et ça, c'est quelque chose que nous avons aussi fait avec mon époux. Donc, le magazine, le site Internet. Et nous avons également lancé ce que nous appelons des 4D. 4D veut simplement dire dîner, débat des dirigeantes. Donc, ce sont des moments, des rencontres où les dirigeantes se retrouvent pour réseauter, mais surtout débattre des sujets d'actualité tels que le harcèlement. Nous en avons débattu. Il y a plusieurs versions. Même les femmes entrepreneurs sont aussi harcelées parce que quand elles envoient un courrier dans une entreprise, il y a même je me souviens, une dame que j'ai reçue qui m'avait dit Madame Téné, vous savez, souvent moi j'envoie mes collaborateurs parce que quand moi je me pointe moi-même, quand on voit le physique, ben, ça tourne à autre chose. Voilà. Ça ne devient plus professionnel. Voilà. Donc voilà en tout cas, le départ de Congo Terminal vers l'entrepreneuriat. Et vous parlez d'un sujet qui est très actuel et qui touche beaucoup de femmes, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, dans les entreprises. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner les femmes et surtout lutter contre ce que vous avez vécu vous-même? Bon, déjà, pour lutter contre ce que j'ai vécu, le harcèlement, c'est de montrer d'abord les rôles modèles. Oui. Parce que ce ne sont pas toutes les femmes aussi qui passent par des promotions canapé, il faut le dire. Oui. Il y a des femmes qui réussissent parce qu'elles sont intelligentes, parce qu'elles ont persévéré. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la compétence finit toujours par payer. Donc, c'est d'abord de montrer les rôles modèles, mais c'est surtout aussi former. Parce que c'est vrai, on peut dire il faut valoriser les femmes, il faut promouvoir les femmes, mais quelles sont les femmes qu'on doit valoriser? Quelles sont les femmes qu'on doit promouvoir? Ce sont celles qui ont un background, qui sont intelligentes, qui sont compétentes. Et la compétence passe par la formation. Parce que comme on dit souvent, j'aime bien le dire, la formation est vitale et capitale. Donc, il faut former les femmes pour qu'elles puissent accéder à des postes de décision ou des postes de responsabilité. Donc, nous avons aussi l'école du leadership et de management qui forme les femmes en leadership et en management des ressources humaines dont je suis experte aujourd'hui. Voilà. Est-ce que les femmes aujourd'hui que vous formez, ils sont elles aussi conscientes de cette réalité? Vous parlez des rôles modèles. Oui. Revenons au Congo, sinon restons au Congo. Est-ce qu'au Congo, vous savez que vous êtes aussi un rôle modèle pour beaucoup de jeunes, mais est-ce que ces femmes s'assument aujourd'hui comme des rôles modèles? Est-ce qu'on peut les trouver réellement? Bon, là, il faut être honnête avec vous, Monsieur Ngolali, parce que moi, ça me fait pratiquement plus de 500 dirigeantes que j'ai eu à interviewer dans le monde. Il y a quand même une étude qu'il faut mettre en place, il y a quand même une analyse qu'il faut faire. Je fais la différence entre les femmes d'ailleurs et les femmes d'ici. Je ne sais pas si c'est un problème, peut-être qu'on peut dire que c'est culturel, c'est peut-être l'éducation qu'on a reçue. On nous a toujours dit la femme, elle est faite pour la cuisine, elle ne doit pas se mettre en avant. Donc, il y a ça qui est resté au niveau des femmes. Quand bien même elle occupe un poste à responsabilité, mais elle sera celle qui sera réticente. Quand on va l'inviter à passer sur un plateau de télé, quand on va l'inviter pour partager son parcours, partager ses défis, partager ses réussites, c'est la femme qui vous dira non, je ne peux pas, il faudra que je demande d'abord la permission, ah non, je ne sais pas comment ça va se passer. On a peur de prendre la parole, hein? Donc, il y a une différence, alors qu'à l'inverse, il y a beaucoup d'Européennes. Quand je les contacte, parce que je travaille beaucoup plus sur LinkedIn, quand je les contacte, elles sont très heureuses. Elles me disent, Belle, en tout cas, dites-moi quand est-ce que je passe à l'émission. Donc là, on voit la différence entre les Européennes et les Africaines. L'Africaine, c'est celle-là, elle a occupé un poste à responsabilité, mais pour partager son parcours, elle sera vraiment hésitante pour partager son parcours. Alors que moi, j'invite les femmes à partager leur parcours, à partager leurs défis, à partager leurs réussites. Parce que c'est aussi ça, léguer, c'est aussi ça, la transmission à la nouvelle génération. Si on ne partage pas son parcours, qu'est-ce qu'on va transmettre à la nouvelle génération? Et je vais même aller plus loin, même dans l'éducation, entre mère et fille, il y a des mamans,
L'Afrique de l'Ouest est très avancée. L'Afrique de l'Ouest, vous allez voir les filles qui sont complices avec leur mère. Leur mère où on voit la transmission, même la façon de gérer son foyer, la façon de s'entretenir en tant que femme. Mais quand on arrive, par exemple, en Afrique centrale, c'est très difficile. Rares sont les mamans qui sont vraiment les complices des filles, qui transmettent le savoir aux jeunes filles. On nous a tout dit. Allez-y à l'école, votre premier mari, c'est le travail. Mais cette transmission-là, comment gérer? Parce qu'après avoir eu le travail, ben, il faudrait bien que je vais être l'épouse de quelqu'un, je vais avoir quelqu'un à mes côtés, mais comment faut-il gérer ce foyer? Comment faut-il gérer les enfants? Là, je pense que les femmes ont encore un effort à faire dans la transmission. Et même sur le plan professionnel, c'est elles qui sont hésitantes à partager leur parcours. Est-ce que vous, dans ce que vous faites au quotidien, Oui. est-ce que vous avez rencontré, ou sinon vous rencontrez les femmes qui ont vécu la même expérience? Et là, je ne parle pas d'harcèlement, non. Je parle plutôt de celles qui ont pris le courage, malgré vos revenus. Vous travaillez quand même à Bolloré. On peut imaginer votre Un salaire revenu. à 7 chiffres, Donc, les avantages. vous avez décidé d'abandonner ce poste et de se lancer dans un monde qui part. C'est vrai que votre époux y était déjà, mais quand même pour vous, c'est un monde inconnu. Tout à fait. Est-ce que vous rencontrez dans vos formations de tous les jours, encore dans votre vie de tous les jours, des femmes congolaises qui ont pris le courage de partir d'un certain lieu administratif pour l'entrepreneuriat? Bon, je vais être sincère avec vous. Jusque-là, je n'ai pas encore rencontré parce que il faut du courage. Parce que quand on a un salaire à 7 chiffres, on a tous les avantages. J'avoue que j'avais moins de 30 ans quand j'ai occupé le poste de responsable RH avec pratiquement 1000 salariés. Donc, vous imaginez tous les honneurs. On sait que c'est Madame telle qui est la responsable RH. Et un matin, on décide de quitter, d'abandonner tout. C'est pas n'importe qui. Il faut avoir vraiment du courage. Il faut être soutenu. Et je me rappelle encore, il y avait des gens qui partaient voir mon feu père pour lui dire, mais c'est pas possible, votre fille, elle a pris elle a été peut-être envoûtée pour prendre une telle décision. Mais papa me connaissant, c'était mon premier soutien. Il disait toujours, je sais ce que ma fille est en train de faire. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que, vous savez, quand on parle de la réussite n'est pas toujours pécuniaire. C'est vrai, il faut aimer l'argent, c'est important. L'argent peut tout. Voilà, c'est une très, très bonne chose. Mais quand on parle de la réussite, c'est aussi votre relationnel. C'est aussi la santé, c'est aussi votre entourage. Donc, quand vous avez tout ça, vous pouvez être heureux ou heureuse et se dire, mais tiens, quelque part, j'ai réussi. Parce que j'avoue que si j'étais restée au même endroit, je n'aurais pas pu rencontrer toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Et même pour ma progéniture, je pense que c'est quelque chose que je lègue à mes enfants, que mes enfants ne devraient pas avoir si je serais restée là où j'étais. Donc aujourd'hui, le périmètre, mon périmètre est très large à l'international parce que quelque part, j'ai pris le courage de dire ça suffit. Je ne veux pas subir ce que je suis en train de subir. Il faudra que je parte et je suis partie. Et j'en profite pour dire merci à mon époux qui m'a encouragée et aussi à l'avocat parce que le feu maître Quenom nous a beaucoup soutenus dans cette procédure et je tenais vraiment à remercier, paix à son âme, mais je tenais vraiment à le remercier. Est-ce que le blocage n'est pas au niveau mental et même culturel quand on sait que dans nos cultures, dans nos traditions, la femme est souvent celle qui dépend, vous l'avez dit, de son homme, les revenus doivent venir de son homme, et même nous avons une culture administrative, les femmes préfèrent trouver du travail à la fonction publique dans une administration quelconque que de se lancer réellement dans l'entrepreneuriat. Est-ce que le blocage, c'est pas aussi mental? Oui, je pense parce que je vais peut-être taire le nom de la personne, mais quand je suis partie dans un bureau, j'ai rencontré une personne qui me disait, écoutez, Madame Téné, ne me parlez pas du leadership au féminin, je n'y crois pas. Donc, quand on pense déjà à cela, effectivement, je pense que c'est culturel. Alors que dans d'autres pays, je vais citer le Cameroun, par exemple, vous verrez un Camerounais qui va encourager sa femme et c'est impossible
qu'un Camerounais soit avec une femme qui ne travaille pas. C'est pas possible. Alors que dans certains pays comme le nôtre, par exemple, il y a des hommes qui n'encouragent pas leurs femmes à se battre, à être autonomes, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc oui, c'est culturel. On est habitué à avoir des femmes qui sont à la maison, qui veillent sur les enfants. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, parce que tout dépend. Il y a des femmes qui se sentent bien parce que ce qu'on recherche à la fin, c'est l'épanouissement. Tant que je m'épanouis et que je suis à la maison, je suis la mère poule qui est avec les enfants, qui éduque les enfants, tant mieux parce que on recherche à la fin l'épanouissement. Mais tant que c'est pas ma destinée, moi, mon but, c'est de faire quelque chose, d'entreprendre. Ben, tant mieux si la personne se sent aussi épanouie. Mais pour revenir au contexte congolais, je pense que c'est aussi un problème culturel. Oui, dans notre culture, la femme, elle est faite pour la maison, elle n'est pas faite pour eux. Alors que, vous savez, je lisais une pensée de Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, qui disait, si on intégrait les femmes dans le monde économique ou le monde professionnel, le PIB mondial pourrait augmenter de 12 000 milliards de dollars. Donc, on voit que c'est une grosse perte de ne pas intégrer les femmes dans le monde économique ou le monde professionnel. Parce que la femme elle-même aussi, elle ne s'engage pas réellement. Oui, elle ne s'engage pas, mais il va falloir former ces femmes, telles que là, quand nous formons, on a des modules, par exemple, développer la confiance en soi. Pourquoi elles ne s'engagent pas dans l'entrepreneuriat? Parfois, elles ne sont pas bien formées. Parfois, elles manquent de confiance en elles. Elles ne savent pas. C'est vrai que c'est un monde, on va dire, c'est pas facile, hein. L'entrepreneuriat, c'est pas un monde de bisounours, hein. Il faut, voilà, ça tape dessus. Je ne sais pas comment je vais joindre les deux bouts parce que le salaire, il faut aller, il faut travailler, il faut aller chercher les contrats, il faut ramener l'argent. Donc, ça nécessite vraiment de l'énergie, ça nécessite du courage. Donc, ces femmes ont besoin aussi d'être accompagnées. Ces femmes ont besoin d'être formées parce que c'est vrai, elles ne sont pas, elles ne veulent pas. Je ne sais pas si on va dire qu'elles ne veulent pas. Mais c'est surtout un manque de formation. Je pense qu'il y a du potentiel, mais il manque beaucoup plus la formation pour ces femmes. C'est pour cela que vous vous appuyez sur le leadership féminin. Et souvent, c'est confondu un peu à ce que nous appelons l'égalité entre l'homme et la femme. C'est quoi réellement le leadership féminin? Avant de parler du leadership féminin, il faut d'abord définir ce que c'est le leadership. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, ça fait une année que j'ai sorti un livre sur le leadership, défini par 100 femmes dirigeantes. Donc, c'était aussi quelque chose qui me préoccupait de savoir, mais quand on parle de leadership, qu'est-ce que c'est exactement? Il y a plusieurs définitions. J'ai beaucoup de définitions. Je peux donner par exemple le leadership, où le leader, c'est comme un jardinier, c'est arroser, c'est faire pousser. Donc ça rejoint par exemple dans les entreprises, les cadres qui sont là. De nos jours, on a besoin beaucoup plus des cadres, des managers leaders, c'est-à-dire un manager qui arrive, mais qui est aussi dans la peau d'un leader, qui encadre les autres, qui aide les autres à aller vers l'avant. Et je vais reprendre par exemple une définition de Nancy Pelosi qui disait une leader, c'est aussi une femme qui a des enfants parce que nous éduquons, nous consolons, nous sommes là, nous sommes la maman poule. Donc c'est aussi une forme de leadership. Maintenant, pour répondre à votre question, quand on parle de leadership féminin, c'est juste permettre à la femme de s'épanouir, permettre à la femme de faire montre de son leadership. Et il y a plusieurs caractéristiques. Je vais faire la comparaison. Vous savez, avant que moi je ne sois nommée responsable des ressources humaines, il y avait un homme qui était là. Je ne critique pas son style de leadership, mais il y a une différence. Moi, quand je suis arrivée, il y a une touche que j'ai apportée. Par exemple, en termes de communication, la femme, elle communique. Je ne vais pas critiquer, hein, Monsieur Ngolali, ne soyez pas dessus. Non, donc, les hommes communiquent, mais on dit, il y a des études. Hein. Ça, c'est McKinsey, par exemple, qui a fait des études pour comparer le leadership des femmes. Les femmes communiquent mieux par rapport aux hommes. Et il y a ce qu'on appelle l'intuition. Les femmes sont beaucoup plus intuitives. Et ça, ce sont des caractéristiques qui sont propres aux femmes et qu'elles peuvent, si on leur donne la possibilité
de le démontrer, elles peuvent le démontrer si on leur donne effectivement la possibilité. Donc voilà un peu la différence qu'on peut apporter au niveau, comment on peut définir effectivement le leadership au féminin. Et dans votre ouvrage, c'est le titre déjà, c'est le leadership défini par 100 dirigeantes africaines, américaines et européennes. Et est-ce qu'en résumé, qu'est-ce qui ressort un peu de ces définitions? On va pas citer les 100 sur ce plateau. Mais quel est le regard que les femmes que vous avez interviewées ont vis-à-vis du leadership féminin? Quelle est la définition qu'elles donnent? Il y a plusieurs définitions. C'est vrai, il faut que je revienne sur le puisque livre. vous avez défini le leadership tout à l'heure, Oui. mais je n'ai pas encore lu l'ouvrage, donc on imagine qu'il y a eu quand même des variétés ou encore Tout à fait, voilà. il y a eu plusieurs définitions du leadership. Plusieurs angles peut-être. Oui, plusieurs angles, mais ce qu'il faut comprendre, malheureusement, vous ne l'avez pas encore lu, mais je ferai un effort de vous remettre un ouvrage de ce livre. Merci. Ce qu'il faut comprendre, c'était d'abord définir le leadership. En dehors du leadership au féminin. D'abord, comprendre ce que c'est le leadership avant de parler du leadership au féminin. Donc ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'est de donner la parole à ces femmes. Est-ce qu'elles-mêmes, elles croient au leadership au féminin? Donc nous avons fait une étude dans ce livre et ce qui ressort, plus de la majorité de ces femmes croient au leadership au féminin. Pour elles, effectivement, les femmes, quand on met une femme à la tête même d'une nation, on a vu avec Jacinda Ardern, par exemple, des présidentes qui ont été présidentes de la République, qui ont mené à bien leur mission par rapport aux hommes. On a vu pendant la crise de la Covid, par exemple, des femmes qui ont bien géré la crise de la Covid par rapport aux hommes. Donc là, on sent effectivement que la femme, quand elle arrive, il y a une touche exceptionnelle qu'elle apporte quand elle manage différemment par rapport aux hommes. Nous en avons même échangé une fois à Douala, on a organisé un dîner-débat où on disait leadership au féminin, mythe ou réalité. Et on a eu des femmes qui ont témoigné, qui ont dit effectivement, quand une femme gère, c'est vrai, malheureusement, on va chercher les femmes quand il y a la crise. C'est quand c'est un peu tendu, qu'on veut que la femme vienne pour adoucir un peu parce que elle, c'est la maman. Mais quand les voyants reviennent au vert, on écarte la femme pour remplacer l'homme. Mais c'est démontrer que les femmes gèrent différemment. Il y a même des hommes qui humblement peuvent témoigner en disant on a eu une dirigeante à la tête de l'entreprise qui a bien géré par rapport aux hommes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le leadership des hommes. Attention, moi-même j'ai un mari, donc on n'est pas, c'est pas des féministes au sens extrême, hein, attention. L'homme est très important dans la vie d'une femme, même dans la vie d'une entreprise. Les hommes sont très, très importants et c'est important d'avoir les hommes. Vous voulez quand même amener la femme à aussi un rôle capital. Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'avoir beaucoup plus les femmes parce qu'il y a même des études qui ont démontré que quand on a plus de femmes, surtout dans les conseils d'administration, les entreprises se portent de mieux en mieux. Savoir aujourd'hui si les femmes deviennent toutes leaders d'une manière ou d'une autre, quelle sera la place de l'homme selon votre manière de voir le monde? Non. Les femmes... non, Monsieur Ngolali, prenons le cas que nous avons, par exemple, une dame à la tête de la primature, des femmes présidentes. Pourquoi pas? Et quelle sera donc la place de l'homme? Non, on n'écrase pas les hommes. Quand on parle de leadership au féminin, c'est pas pour écraser les hommes, mais c'est pour marcher ensemble. Vous savez, il y a un monsieur que je suis souvent qui est pasteur et j'avais apprécié la manière dont il avait défini, il avait dit, vous savez, pourquoi la femme est sortie de la côte de l'homme, c'est pour marcher côte à côte. Et ça, moi, j'ai apprécié. J'ai dit effectivement. Et même si on revient dans la Bible, quand Dieu crée la femme et l'homme, on dit on crée la femme, Dieu se rend compte qu'il manque quelque chose à l'homme. Et qu'est-ce qu'il dit? Je lui crée une aide semblable. Il y a le mot semblable qui sort. Ça veut dire que la femme est une aide semblable. Ça ne veut pas dire que, voilà, elle est la moins qu'il faut la mettre. Non. Elle apporte aussi. Elle peut se mouvoir, elle peut apporter, elle peut faire ce que les hommes aussi peuvent faire. Donc, il faut juste lui laisser la place pour s'épanouir. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand on parle de leadership au féminin, il faut écraser les hommes. Non, moi, je ne partage pas cet avis-là. Je partage l'avis
qu'on doit travailler ensemble, hommes et femmes, travailler ensemble, mais ne pas écraser les femmes, ne pas non plus écraser les hommes. Vous avez déjà en partie répondu à la question que je vous pose maintenant. Pourquoi ça devient une préoccupation? Je prends le cas du Congo, il n'y a aucune loi qui empêche la femme d'être l'égale à l'homme, il n'y a aucune loi discriminatoire dans ce sens-là. D'ailleurs, au Congo et même partout ailleurs à travers le monde, dans les pays démocratiques, on prône même l'égalité entre l'homme et la femme. Mais pourquoi vous en faites une préoccupation? Pourquoi ça devient comme s'il y avait de l'injustice et que les femmes doivent se lever pour se battre? Parce que justement, on constate qu'il n'y a pas assez d'efforts. Je vais vous poser la question, est-ce que nos gouvernements sont paritaires? Est-ce que dans les entreprises, on a beaucoup plus de femmes? On n'a pas beaucoup plus de femmes. Et j'assistais à une réunion où j'étais la seule femme et j'avais apprécié la réaction de ce monsieur qui avait dit, mais même quand on parle de postes à responsabilité, ce ne sont pas forcément des postes de décision. On peut mettre quelqu'un à un poste à responsabilité, mais c'est pas un poste de décision. Alors que c'est là où on décide qu'on a besoin des femmes. Pourquoi? Mais c'est pour garder cette équité, pour garder la cohérence, pour garder, parce qu'au départ, on est femmes et hommes dans cette société. Donc, pourquoi pas avoir le reflet de cette société, même dans les entreprises? Pourquoi pas avoir le reflet de cette société, même au sein des gouvernements? Parce que lesquels vont aborder les sujets concernant les femmes? Si la femme n'est pas là, c'est pas l'homme qui pensera à la femme, hein. Sur une table de réunion, s'il n'y a pas une femme pour penser aux femmes, c'est pas les hommes qui évoqueront les sujets concernant les femmes. C'est ce que je dis souvent, même dans les entreprises. Je me souviens, j'étais encore responsable RH, il y a une femme qui s'est présentée aux élections professionnelles. Et les autres femmes lui disaient, mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? C'est l'affaire des hommes. Oui. Mais qu'est-ce que... On l'a stigmatisée. Mais j'ai dit non, il faut la laisser. Pourquoi lui faire ça? Parce que c'est l'unique femme qui va défendre les sujets des femmes. S'il n'y a pas une femme là-bas, laquelle parlera pour les femmes? Donc on a besoin des femmes qui vont aussi apporter les sujets concernant les femmes sur la table de décision. Voilà, nous tendons vers la fin de notre interview. Je vous suis souvent sur votre page Facebook et même d'autres plateformes. Vous, chaque jour ou presque, vous avez quand même un mot d'encouragement à l'endroit de ceux qui vous suivent, à l'endroit des jeunes. On va donc parler des jeunes d'aujourd'hui. Par exemple, sous mes yeux, vous avez il y a quelques semaines où vous dites aux jeunes de ne pas avoir peur de ce qui leur monte à la tête, des pensées, voilà, d'avancer. Alors, pourquoi vous pensez que tous les jours ou presque vous devez dire un mot d'encouragement? J'ai lu le livre de Michelle Obama. Quand j'ai lu ce livre, il y a une phrase qui m'a beaucoup impressionnée. Elle a dit ceci: je veux que ma voix compte. Et moi également, je veux que ma voix compte. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont désemparés, qui ont besoin de rôle modèle, qui ont besoin qu'on puisse leur dire « Allez-y, c'est encourageant, vas-y, fonce ». On a besoin de ça. Et je me dis, si on a aujourd'hui les réseaux sociaux, pourquoi pas utiliser ma page pour partager? J'utilise tous les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn où on partage des pensées positives, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok où je suis, ben je partage pour encourager une personne à continuer parce que c'est très important. J'ai interviewé une dirigeante, elle c'est Emma Conchono, docteur Emma, qui me disait, vous savez Belle, sans la confiance en soi, vous ne pouvez rien faire. Et donc chaque jour, on a besoin d'être dans une attitude qui est positive pour pouvoir réaliser son plein potentiel. Si on n'est pas encouragé, si les jeunes ne sont pas encouragés. Moi, j'ai été très jeune, j'ai commencé à travailler à 20 ans. Et on en profite parce que quand on voit la situation du pays, on voit que le taux de chômage est de plus en plus grandissant. Donc, il faut encourager cette jeunesse. Parce que je lisais encore un livre, c'est le livre de Jean-Marie Boileau, qui disait, le livre s'intitule « La Chine d'Afrique ». Donc aujourd'hui ou demain, c'est la Chine et l'Afrique
de par sa population qui est très jeune. Oui. C'est pas l'Europe. Comme on Et dit aujourd'hui, que beaucoup. l'Afrique est l'avenir du monde. Voilà. Oui. Donc aujourd'hui, beaucoup ont réalisé que ça se passe en Afrique, ça ne se passe pas ailleurs. Mais pourquoi ça se passe en Afrique? Il y a le gros atout que l'Afrique a, c'est sa population qui est encore très jeune. Et une population qui est jeune, c'est un gros atout. Et comme je dis souvent, pour qu'une entreprise soit pérenne, elle a besoin de la qualité. Alors, est-ce que la jeunesse que l'Afrique a, c'est une jeunesse de quantité ou c'est une jeunesse de qualité? Ouais. Et quand on parle de qualité, on parle de la formation. Quelles sont les formations qui sont dispensées à ces jeunes pour qu'il ait des débouchés quand ils sortent de l'école? Est-ce que c'est des formations qui leur poussent droit au chômage? Est-ce que c'est ce type de formation? Donc, va falloir réfléchir sur la situation des jeunes. Moi, j'ai fait l'école en alternance. Ce qui me permet, ça fait, j'ai moins de 40 ans, mais j'ai plus de 20 ans d'expérience professionnelle. On peut se poser la question de savoir, mais comment a-t-elle fait? Parce que j'ai commencé à travailler à 20 ans. Mais on peut comprendre que derrière vos motivations quotidiennes, il y a une sorte de prise de conscience. Vous avez Tout à dit tout fait. à l'heure de l'absence des rôles modèles, des Tout vrais à repères, fait, tout à fait. mais aussi aujourd'hui de la dégradation, on va dire, de l'éducation. Tout à fait. D'un côté, on parle des bébés noirs, des jeunes garçons Oui. qui ont 15 ans, 16 ans, des mineurs et parfois même des majeurs qui prennent des armes blanches. Mais de l'autre côté, on constate sur TikTok souvent des jeunes filles en tenue scolaire dans les salles de classe s'exhiber, se donner à une sexe parfois encore très très prématurée. Est-ce que vous avez pris conscience? Quel est donc l'avenir de cette jeunesse-là? Quand vous parlez de bébés noirs, je me souviens, ce sont mes enfants qui sont venus me voir, qui m'ont dit, maman, vers l'école, on était en train d'attraper des bébés noirs. Et ça sème la terreur. Oui. Et je ne sais pas avec qui j'échangeais, qui me disait, mais il y a un ordre qu'on a donné, il faut les tuer. Mais avant de les tuer, est-ce qu'on les entend, ces bébés noirs? Bon, Est-ce l'ordre qu'il y a n'est des pas cellules? n'est pas officiel, je crois que c'est juste des rumeurs. Puisque Voilà, juste des les rumeurs, mais policiers et est-ce les qu'il y a gendarmes des qui font ce cellules? travail ne Est-ce le qu'il y a tuent des pas. cellules de crise pour écouter ces enfants? Parce que vous savez, le travail éloigne de nous plusieurs vices. Si ces bébés noirs, faut les écouter, faut les appeler avant de passer à l'acte, avant de les éliminer. Parce que si quelqu'un travaille, est-ce que la personne aura le temps d'aller faire du mal? Je ne pense pas. Si la personne est occupée, parce que quand votre esprit est occupé, il n'y a plus de vide dans votre esprit. Tellement vous êtes occupé, vous n'êtes plus occupé à faire du mal. Mais vous êtes occupé à faire votre travail, à faire évoluer votre travail. Ça vous honte en fait. Donc vous n'aurez plus le temps d'aller prendre une machette pour aller braquer quelque part. Donc il faut les écouter. Donc tout revient à l'éducation. Quelle est l'éducation de base? Quelles sont les cellules qui sont mises en place pour écouter ces jeunes, la jeune génération? Est-ce qu'il y a le travail? Regardez, on va prendre des coupures d'électricité par exemple. On va voir peut-être un jeune bébé noir, un bébé noir qui se transforme en bébé noir parce que peut-être qu'il avait un salon de coiffure. Tellement de coupures d'électricité qu'il peut même plus tenir Il a fini par abandonner. son activité. Oui. Il a fini par abandonner. Et qu'est-ce que ça lui monte? Il devient nerveux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais le premier venu, il va voir une personne en voiture ou peut-être le voisin va dire, mais moi, je fais mon activité, je n'ai même pas d'électricité. Ben, il va peut-être s'entourer des autres pour faire du mal aux voisins. Donc, il y a aussi des structures. Il faut réfléchir aux structures de base. Il faut réfléchir à l'éducation. Maintenant, pour revenir à la jeune fille, puisqu'on parle de leadership au féminin, c'est à nous, maman, au rôle modèle de sortir pour essayer de conscientiser cette jeunesse, pour leur dire, c'est pas en s'exhibant sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai trouvé mon mari, par exemple, sur le lieu du travail. Je l'ai pas trouvé parce que je m'exhibais sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut pas dire que quand on s'exhibe, c'est là où on va s'attirer le meilleur mari. Bien au contraire, on s'attirera le premier venu qui viendra jeter sa gourme et partir.
Est-ce que c'est pas aussi l'usage abusif ou maladroit des réseaux sociaux qui empoisonnent aussi l'éducation, puisque Bien même sûr. certains parents ont du mal aujourd'hui à contenir leurs propres enfants, comme on dit dans une bouteille. Oui. Est-ce que les réseaux sociaux, puisque vous y êtes présente, est-ce que ça constitue pas aujourd'hui un danger pour la jeune Congolaise ou la jeune africaine? Mais je pense que vous le savez très bien, Monsieur Ngolali. Il y a, je pense, c'est François Rabelais, ça me fait penser à la classe de terminale, Oui. qui disait science sans conscience n'est que ruine ruine de de l'âme. l'âme, oui. Donc tout ce que nous utilisons, il y a le côté, il y a le revers de la médaille. Hein. Oui. Faut faire attention. Quand on utilise trop, il y a la science est là, c'est une très très bonne chose. Mais la science est là peut aussi gâter nos générations futures. Hein. Je me souviens, ça c'est sur TikTok par exemple, il y a un certain bébé Nika qui fait, on a des filles qui se dénudent sur TikTok parce qu'il y a un bébé, un enfant qui est jeune, qui a lancé un concept pour permettre aux filles de venir se dénuder. Alors là, on voit effectivement les méfaits de cette science à notre portée. Donc, il faut faire attention. C'est à nous, parents aussi, de veiller, d'éduquer nos enfants à la maison, de leur dire attention, c'est un téléphone. Par exemple, les miens, ils n'ont pas de téléphone. Même quand ils demandent, maman, papa, on veut les téléphones. Non, c'est pas maintenant, parce qu'on ne veut pas. C'est pas maintenant. Même s'ils auront des téléphones, ben, peut-être qu'il faut faire des restrictions, il faut coder, il faut interdire ou il faut conscientiser. Il faut leur parler en disant, attention, ça, c'est pour aller faire des recherches, par exemple, parce qu'au lieu de prendre du forfait Internet gratuitement ou payant et se lancer sur TikTok pour voir ceux qui se dénudent, allez-y pour apprendre. Moi, j'apprends beaucoup sur TikTok. Je vais, c'est pour apprendre. Je viens sur Facebook, c'est pour apprendre. Je vais sur LinkedIn, c'est pour apprendre. Donc, c'est ce qu'il faut montrer aux jeunes. Attention, c'est pas pour aller se dénuder sur Facebook ou TikTok, mais c'est pour apprendre, c'est pour faire des recherches afin d'être professionnellement bien parlant. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il manque des rôles modèles? Ces jeunes n'ont pas de repères. Est-ce que c'est pas aussi à cause de ça? Ils se réveillent du matin, midi, soir. Vous avez deux pays comme le Cameroun et le Congo. Alors, au Cameroun, par exemple, il y a des jeunes qui peuvent se référer à Eto'o. Eto'o lui-même, il a dit qu'il s'est référé à Roger Mila pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais est-ce que, je ne voudrais pas trop parler du Congo, mais est-ce que vous pensez qu'au niveau local, nous avons des rôles modèles? Est-ce que nous avons des types de femmes comme Madame Toumi aujourd'hui qui peuvent positivement inspirer les jeunes? Est-ce que c'est pas à cause de ça aussi que finalement, dans cette absence de rôle modèle, ces jeunes se fera un chemin et finalement, ils préfèrent faire ce qu'elles font? Je pense qu'il y a des rôles modèles, mais ces rôles modèles sont peu visibles ou prennent rarement la parole. Il faudrait que les rôles modèles montent au créneau pour prendre la parole. Par exemple, là, créer des émissions où vous allez inviter des rôles modèles pour partager leur parcours. Ça, c'est plus inspirant. Parce que qu'est-ce que nous consommons au quotidien? Nous consommons la vie des influenceuses. Oui. On voit des influenceuses qui ont des voitures luxueuses plutôt, qui ont des maisons luxueuses, mais on ne sait pas d'où proviennent leurs sources de revenus. On ne parle pas de leur entreprise. On ne nous montre pas leur entreprise. On montre juste la finalité. Donc, qu'est-ce que les enfants retiendront? Les enfants retiendront que la vie, c'est facile. Il faut se donner, être deuxième épouse ou deuxième bureau d'un ministre, montrer la vie de rêve, et ça s'arrête par là. Donc, faut faire attention. Effectivement, les rôles modèles doivent prendre la parole, ne pas laisser autre chose à la jeune génération, mais prendre la parole, occuper l'espace. C'est pourquoi, dans mon cas, je ne me tais pas. Chaque jour, je laisse un mot d'encouragement, je laisse un mot, un boost pour encourager les jeunes. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de partager mon parcours. Imaginez un seul instant. Je vais vous donner, vous m'avez dit que c'est très difficile de voir une personne qui quitte un salaire à 7 chiffres, tous les avantages et se lancer dans l'entrepreneuriat, là où tu ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire dans l'entrepreneuriat, comment seront les fins du mois, mais je me suis lancée. Donc, si aujourd'hui je ne partage pas ce parcours, peut-être qu'à l'instant où nous sommes en train de parler, il y a une femme à qui on est en train de harceler, qui ne sait plus comment faire. Est-ce qu'il faille céder? Est-ce qu'il faille sortir de là?
Donc, c'est partager le parcours, partager nos histoires, partager nos échecs, parce qu'il n'y a pas que la réussite, il y a aussi des moments d'échec aussi. Comment on a Donc, réussi à partager sortir. ces moments Oui. pour que les autres, les jeunes qui arrivent, se disent, ben, ça peut être difficile, mais il faut persévérer et on va arriver au bout du tunnel. Donc, Voilà. les rôles modèles doivent prendre la parole et peut-être vous contacter ou bien les contacter Oui. pour qu'ils puissent passer à C'est- votre émission ouais, et c'est ce que partager nous aussi ferons. leur parcours. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien, la grande interview. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entrepreneuriat? Depuis 2016. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ça marche bien. Alors, mais par contre, vous avez plusieurs jeunes sur les réseaux sociaux. Il y a l'un d'eux qui a écrit il y a quelques jours, Aldin Andikas, pour le citer, qui est un jeune comptable qui dit que faire de l'entrepreneuriat au Congo, c'est pas du tout facile. Vous savez, Quel est votre miracle? non, c'est pas un miracle, c'est la persévérance. Il faut pas se dire que tout est facile. Tout n'est pas facile. Et même ailleurs, tout n'est pas facile. Il faut, voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un monde de bisounours. Si vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat, allez-y chercher du travail parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Comment, Ça, il faut- comment on sait qu'on est fait pour l'entrepreneuriat ou pas? Comment on peut le savoir? Mais parce qu'on a un mental d'acier. Quand on a un mental d'acier, on est quelqu'un, un guerrier. On sait que je vais pas arrêter, il faut que je cherche, il faut que je tourne mes neurones. Je vais pas m'arrêter là. Au premier obstacle, j'abandonne et je commence à décevoir ceux qui sont en arrière. Non. Quand on a un esprit qui est vraiment fort, là, on est dans l'entrepreneuriat. Mais quand on a un esprit faible, autant aller chercher le travail. On a un salaire, c'est garanti. Au moins, les fins du mois sont sûres. On est tranquille. Mais quand on vient dans l'entrepreneuriat, ben, faut se dire que c'est pas facile, effectivement. Il faut chercher les revenus, il faut chercher les Est-ce que c'est contrats. toujours comme ça, puisque vous faites plusieurs pays? Est-ce que l'environnement, sinon Même- les environnements sont les Et mêmes? même le Cameroun, c'est pas facile, hein. C'est très difficile. C'est très difficile. Regardez, je vais vous partager une anecdote. On a fait une formation, c'était même sur la corruption, la formation anti-corruption. Et c'était à moi d'aller, un jour, on appelle, on dit, vous êtes Madame telle? Je dis, oui, c'est Madame Téné. Bon, il faut passer pour récupérer votre chèque. Vous allez être payé. Donc, quand j'arrive, le monsieur qui me reçoit me dit, oui, c'est bien vous. Je dis, oui, c'est bien moi. Et il m'appelle à côté, il me dit, Madame, venez d'abord. Je dis, ah, là, ça commence bien. Il me dit, Madame, vraiment, on va vous servir, mais vous savez, il faut donner quelque chose. J'ai dit, bon, ça, vraiment, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Je travaille avec mon époux, ce ne sont pas nos valeurs. On ne le fait pas et on ne le fera pas. Oui. Et vous savez quoi? On a été payé une année après. Une année après. Ils ont dit, comme vous avez refusé de faire de la corruption, on ne vous paiera pas. Et je suis reparti, on a attendu une année après. Donc c'est pour vous dire, l'entrepreneuriat, quand vous n'avez pas un mental, n'y allez pas. C'est mieux d'aller chercher du travail, attendre votre salaire, vous performer et on n'a pas dit que tout le monde doit être entrepreneur. Et on n'a pas dit que la réussite se montre dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui réussissent bien, hein, qui sont des cas d'entreprise, hein, qui sont en entreprise. C'est vrai qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat quand on a un projet, quand on a besoin de liberté, quand on a besoin... si on a un projet qu'on veut vraiment réaliser, à partir de ce moment, on se lance en l'entrepreneuriat, pas de problème. Mais il faut être persévérant. L'entrepreneuriat, il faut être persévérant. Voilà. Il faut être bosseur, il faut beaucoup travailler. C'est beaucoup plus le travail. Ok. Voilà, donc nous terminons par ce que vous avez publié le 10 mai, c'est le mois de votre naissance, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà, vous avez publié le 10 mai, voilà, je crois que c'est une citation de Messina Gikoumé, voilà, qui est fondatrice et directrice générale de Messiba International, Tout à fait. qui disait la persévérance, que vous dites tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure, la persévérance et la persévérance. Il ne faut pas avoir peur, ne baissez pas les bras et surtout ne pas aimer la facilité, Tout à fait. car l'on sait là où la facilité mène. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que vous avez dit. Oui, il faut persévérer, persévérer, persévérer. Parce que la facilité mène à beaucoup de choses, beaucoup de voies. On
on regrette toujours. Voilà, quelles sont les perspectives? On boucle avec vous. Vos activités, comment ça fonctionne au quotidien? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Qu'est-ce que vous pensez organiser dans le futur? Ben, déjà, dans le futur, il faut reprendre avec les dîners-débats. C'est vrai que ça fait une année, c'était une année de convalescence aussi. Des années où on a arrêté avec les dîners-débats, les rencontres des dirigeantes. Désolé. Parce que vous avez parlé de rôle modèle tout à l'heure. Oui. Ce sont des rencontres qui permettent de mettre en avant les rôles modèles. Donc, il y a eu une période de maladie où ça n'a pas été facile. Il fallait d'abord faire passer cette période. Et je pense qu'on va reprendre avec les dîners-débats. Et peut-être un autre livre aussi qui arrive. J'ai déjà finalisé. Ça sera la relecture. C'est déjà en relecture parce qu'il faut éviter les coquilles. Donc, le livre, je peux même donner déjà... le titre du livre, c'est Développe ton mental. Donc, justement, on parlait du mental tout à l'heure. J'ai pensé que vraiment, sans un mental d'acier, on ne peut pas aller loin. Donc, il faut avoir un mental d'acier parce que même quand on a tout perdu, il va vous rester une chose, c'est votre mental. Soit vous vous affaiblissez et vous restez là, soit vous développez votre mental, vous blindez votre morale et vous partez de l'avant. Je vais y arriver. Voilà, merci. Ben, Loretta Téné. Téné, c'est le nom de votre épouse et vous pouvez nous rappeler votre nom de famille. Je suis Madame Téné Nepombu Dinana Belle Loretta. Voilà. Elle est donc pour dire aux Congolais que je suis congolaise. Voilà, qui a épousé un Camerounais. Voilà, c'est un même le continent. Voilà. Oui. Merci à vous. Merci, Grande Monsieur interview Moulay. touche à sa fin. Merci de partager le contenu et merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être avec vous ce soir. Le rendez-vous est donné pour la semaine prochaine. Merci. Merci, Monsieur Moulay. Merci.